Bienvenue dans Le Débat, notre analyse approfondie de ce vendredi 22 mai 2026. En architecture classique, la clé de voûte est cet élément central taillé avec une précision mathématique qui maintient toute la structure. Mhm. Et si vous la retirez, l'édifice s'effondre presque inévitablement sous son propre poids. Pendant des décennies, on a modélisé la sécurité européenne exactement de cette manière. Et cette clé de voûte, sans équivoque, c'était la garantie, disons, inébranlable de la puissance militaire américaine. Une structure rigide en somme. Soit on est protégé par l'Amérique, soit bien on est vulnérable. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, l'ingénierie devient soudainement beaucoup plus complexe. Les forces de gravité géopolitique changent sous nos yeux. Tout à fait. Et avant de disséquer cette transformation, un mot rapide. Cette émission est sponsorisée par ProWave AI et générée par Stylo News. L'application d'actualité, oui. Exactement, l'application propulsée par l'intelligence artificielle. C'est la version grand public du logiciel Stylo Intel Ops qui est conçu pour les opérations gouvernementales et militaires. Vous avez donc accès aux mêmes outils de synthèse que les décideurs mondiaux. On en reparlera à la fin de notre échange. Bon, pour en revenir à notre édifice, nous observons l'ordre de défense européen traverser une véritable mutation historique. L'environnement est saturé de menaces hybrides russes d'un côté, et de l'autre, on assiste à un retrait militaire américain, un retrait tangible. Ce qui nous amène à la question centrale de notre analyse d'aujourd'hui. Ce nouvel ordre, que certains appellent l'OTAN 3.0, a-t-il encore besoin de l'Amérique pour défendre l'Europe contre la Russie? Ou l'Europe peut-elle assurer sa propre défense de manière autonome? C'est la grande question. Je suis personnellement persuadée que l'Europe possède désormais la volonté politique, la capacité industrielle et, disons, le calendrier stratégique nécessaire pour s'émanciper et assurer seule sa défense continentale. Eh bien, je vois la situation sous un angle beaucoup plus prudent. Je suis convaincu que malgré des investissements financiers que je reconnais comme réels, l'Europe reste structurellement dépendante de la logistique, du renseignement et surtout de la dissuasion nucléaire des États-Unis pour contrer la Russie. Même à long terme? Surtout dans cette période critique du court et moyen terme. Bon. Commençons par analyser les faits tangibles de ce réarmement européen, car il faut dépasser les idées reçues de la dernière décennie. L'Europe ne fait pas que publier des déclarations d'intention. Elle opère une transition mécanique vers une économie de guerre. Regardons l'Allemagne, par exemple. Qui a pendant si longtemps été le pays le plus réticent à s'armer. Exactement. Historiquement, c'était le pivot passif de la présence américaine. Aujourd'hui, Berlin déploie une doctrine visant à devenir la première force militaire conventionnelle d'Europe d'ici 2039. On parle d'un objectif de 460 000 soldats prêts au combat. Hmm, c'est massif. Et sur le flanc Est, la dynamique est encore plus forte. La Pologne vient de sécuriser le programme CEF, un prêt européen massif de 44 milliards d'euros pour moderniser son industrie de l'armement. C'est un effort colossal, ça je vous l'accorde sans problème. D'ici 2035, redessine littéralement la carte financière mondiale. Dans ce contexte, l'annonce par l'administration américaine du retrait de 5 000 soldats d'Allemagne n'est pas, disons, la tragédie que certains dépeignent. Vraiment. Non, c'est le catalyseur géopolitique nécessaire. L'Europe prend enfin en charge sa propre architecture parce qu'elle y est forcée. Alors, c'est une lecture très optimiste des budgets, mais la stratégie militaire n'est pas qu'une question de comptabilité. Elle obéit à ce que les experts appellent des mathématiques brutales. Attendez, quand vous parlez de mathématiques brutales, vous faites référence au montant de ces investissements ou au temps nécessaire pour produire les armes? Je parle du temps, absolument. C'est la géopolitique du temps. Les dizaines de milliards d'euros promis pour 2035 ou l'armée allemande prévue pour 2039, eh bien, ça ne comble en rien nos vulnérabilités de 2026. La réalité mécanique, c'est que les budgets futurs n'interceptent pas les missiles d'aujourd'hui. Expliquez-nous comment cette vulnérabilité temporelle se manifeste concrètement sur le terrain en ce moment. Très simplement, l'Europe souffre d'une carence critique en système ISR. Pour nos auditeurs, on parle du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance. Voilà, ce sont les yeux et les oreilles électroniques, indispensables pour anticiper une attaque. Sans le réseau satellitaire américain, sans leurs avions de surveillance géantes, l'Europe est, pour ainsi dire, partiellement aveugle face au mouvement de troupes russes. Partiellement, oui. Mais de plus, les données de ce trimestre montrent que 75% des achats d'armes de l'Union européenne proviennent toujours des États-Unis. Mais c'est précisément ce que nous sommes en train de corriger, je veux dire, avec ces investissements. Oui, mais en attendant, la menace est immédiate. Prenez les missiles de croisière russes K-101.
Ce sont des armes qui volent à basse altitude, très difficiles à détecter. Pour les intercepter efficacement, il ne suffit pas d'avoir un lance-missile posé en Pologne. Non, bien sûr. Il faut un radar spatial pour détecter le lancement, un système de communication en temps réel et une chaîne de commandement intégrée. Une armée européenne composée de 27 systèmes fragmentés ne peut tout simplement pas remplacer cette épine dorsale logistique qu'offre le Pentagone. Je comprends la mécanique de votre argument. Vous dites que nous manquons d'intégration pour une guerre de haute intensité. Mais permettez-moi de questionner la nature exacte de la menace russe à laquelle nous faisons face. Je vous écoute. Si nous analysons les derniers rapports des services de renseignement de ce mois de mai 2026, ils sont clairs, une attaque conventionnelle massive et immédiate, avec des colonnes de chars, est hautement improbable. Vous faites référence à la frontière balte, là? Oui, particulièrement autour du corridor de Suwałki. Pour rappel, c'est cette petite bande de terre frontalière de 65 km entre la Pologne et la Lituanie, le seul passage terrestre vers les pays baltes. La Russie n'y masse pas de troupes blindées. Ce que Moscou privilégie aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la zone grise. Des tactiques d'agression qui restent délibérément sous le seuil, disons, d'une déclaration de guerre officielle. Exactement. Nous parlons de brouillage GPS ciblant les vols commerciaux en mer Baltique, de cyberattaques massives sur nos infrastructures énergétiques ou d'incursions d'espace aérien déniables avec des drones. Mhm. Ma question est donc la suivante. Comment expliquez-vous que l'Europe ait absolument besoin de la machine de guerre conventionnelle colossale des Américains pour contrer des attaques informatiques ou du brouillage radio? Enfin, nous avons les ingénieurs pour gérer cela. C'est là que notre lecture de la dissuasion diffère fondamentalement. Vous séparez la zone grise de la guerre conventionnelle, comme si c'était deux univers distincts. Mais la zone grise n'existe que sous l'ombre menaçante de l'escalade conventionnelle et nucléaire. Vous voulez dire que l'un permet l'autre? Parfaitement. La Russie teste Go Limit avec des cyberattaques et des drones, précisément pour voir jusqu'où elle peut aller avant que le fameux article 5 de l'OTAN ne soit invoqué. Le parapluie militaire américain est le seul mur invisible qui empêche ces actions de harcèlement de se transformer en bombardement ouvert. Je ne suis pas sûre de vous suivre. Vous pensez que le brouillage d'un signal GPS en Estonie nécessite la menace nucléaire américaine en arrière-plan? Sans l'ombre d'un doute. Regardez les déclarations des responsables lettons et lituaniens de la semaine dernière. Ils admettent que sans les systèmes de défense antiaérienne patriotes américains, dont les stocks mondiaux sont d'ailleurs alarmants, la région est totalement exposée. Oui, les Stovox sont faibles. L'incident récent où de multiples incursions de drones ont fini par provoquer la démission du gouvernement letton, ça prouve à quel point cette pression hybride peut briser politiquement un État. Si Moscou sent que Washington hésite, la limite de ce qui est tolérable recule immédiatement au détriment de l'Europe. Je vous accorde que l'effet psychologique de l'Amérique est fort. Mais je dois avouer que si je devais vérifier le fil Twitter du dirigeant américain chaque matin en buvant mon café pour savoir si mon pays est toujours protégé, je dormirais assez mal. C'est compréhensible. S'appuyer sur le parapluie américain aujourd'hui, c'est confier sa sécurité à une administration qui adopte une approche, disons, purement transactionnelle de la géopolitique. L'imprévisibilité américaine est un fait politique incontestable, oui, je le reconnais. Mais c'est un risque majeur, hein. L'annulation soudaine du déploiement de bataillons équipés de missiles Tomahawk en Allemagne en est la preuve. L'imprévisibilité de Washington ne représente-t-elle pas un danger bien supérieur pour notre architecture de défense que, disons, les lacunes temporaires de notre propre industrie? On ne peut pas bâtir une stratégie de défense sur les humeurs d'un partenaire d'outre-Atlantique. Je concède que l'instabilité politique américaine est angoissante. Mais l'angoisse ne fait pas apparaître des usines d'armement par magie en Europe. Restructurer une base industrielle de défense fragmentée, recréer des chaînes d'approvisionnement en métaux rares, former des milliers d'ingénieurs en balistique, ça prendra au bas mot une décennie. C'est inéluctable. Permettez-moi de vous arrêter sur ce point précis du calendrier industriel. Vos mathématiques brutales présument que nous allons reconstruire les armées européennes avec la technologie d'hier. Or, les données nous montrent un véritable saut technologique. Quel genre de saut? Eh bien, si l'on analyse les sentiments sur le réseau X cette semaine et les rapports de capitaux risques, on observe plus de 70% de sentiments positifs concernant l'investissement privé dans la technologie militaire européenne. Ah, l'argent afflue vers la défense et ouais, les tabous sautent. Et ce n'est pas seulement de l'argent jeté dans de vieux conglomérats bureaucratiques. Nous voyons des fusions agiles, comme la synergie entre le polonais Mesko et le norvégien Kongsberg pour des défenses antiaériennes de courte portée.
Mhm. Et plus spectaculaire encore, l'Europe déploie un investissement massif de 950 milliards d'euros sur 4 ans pour concevoir des systèmes de drones de masse en intégrant directement le retour d'expérience ukrainien. Ce qui nous ramène aux drones contre les tactiques de zone grise dont vous parliez. Oui, mais c'est surtout un changement mécanique de doctrine. J'utiliserai une analogie. Traditionnellement, notre armée ressemblait à un ordinateur central géant, un mainframe très cher, puissant, mais unique et vulnérable. Un avion de chasse à 100 millions d'euros, par exemple. Oui, je vois. Aujourd'hui, l'Europe investit pour passer à un modèle en réseau cloud, des essaims de drones décentralisés, produits en masse, bon marché et enfin sacrifiables. Si la Russie détruit 1000 drones, l'Europe en imprime 1000 autres. Le secteur privé finance cette souveraineté technologique en ce moment même. Nous ne cherchons pas à copier le Pentagone, nous contournons le problème. Votre métaphore informatique est très séduisante intellectuellement, je l'admets. Le passage au cloud militaire est sans doute l'avenir, mais j'aimerais vous proposer une autre analogie beaucoup plus ancrée dans l'immédiateté. Allez-y. L'Europe essaie de concevoir l'usine de lance à incendie la plus ultramoderne du monde, financée par les meilleurs investisseurs en capital risque, dotée de l'intelligence artificielle, alors que le toit de notre maison est déjà en flammes. Ah. Et nos auditeurs se posent sans doute la question évidente. Si notre toit brûle et que notre usine n'est pas prête, pourquoi ne pas simplement acheter des lances à incendie aux Américains pendant que nous construisons notre fameux cloud de drones? C'est une excellente question. Et la réponse est, franchement, terrifiante. Parce que les Américains n'en ont plus assez à nous vendre, ou préfèrent les garder pour le Pacifique. Regardez la réalité tactique du 14 mai. La Russie a lancé une attaque combinée dévastatrice de plus de 1500 drones missiles balistiques et missiles de croisière contre l'Ukraine. Oui, le district de Darnitsky à Kiev a été ravagé, causant la mort de 24 civils. Une attaque de saturation pure. Et malgré toute cette expertise en drone ukrainienne que vous citez avec enthousiasme, comment l'Ukraine a-t-elle survécu? Par les intercepteurs? Précisément, elle dépend toujours massivement des transferts d'intercepteurs lourds issus directement de l'arsenal américain. Les startups européennes, aussi innovantes soient-elles, ne sortent pas des intercepteurs antimissiles complexes de leur garage en 24 heures. C'est certain. Face à une Russie qui est passée en économie de guerre totale, tournant en 3-8, le délai de production européen est une vulnérabilité mortelle si l'on retire la profondeur logistique du Pentagone. Bon, je nie pas la brutalité de ces attaques de saturation, c'est un fait. Mais votre raisonnement suppose que l'Europe reste assise, statique sur le plan politique, pendant que ses ingénieurs travaillent. Or, l'architecture même de l'Alliance est en pleine refonte. C'est l'essence de cette OTAN 3.0. Vous parlez des initiatives diplomatiques récentes. De changements structurels, oui. Prenons la proposition de l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen. Il met sur la table la création d'une coalition des volontaires. Ce serait un noyau dur de nations européennes respectant des critères stricts de financement militaire qui inclurait l'Ukraine comme participant clé pour, disons, verrouiller le flanc oriental. Une sous-alliance au sein de l'alliance, en somme. Une garantie continentale autonome. Et regardez le volet le plus sensible, la dissuasion nucléaire. La France ne reste pas les bras croisés. Elle déploie activement sa stratégie de dissuasion avancée. Paris est actuellement en pourparlers avec 7 pays européens pour étendre de manière concrète son parapluie nucléaire. On parle de permettre le déploiement temporaire de chasseurs Rafale à capacité nucléaire directement sur les bases de nos alliés européens. Ce que vous décrivez comme un vide sécuritaire laissé par l'Amérique est déjà en train d'être comblé par un leadership européen. La doctrine politique s'adapte en temps réel. Alors, la doctrine sur le papier s'adapte. Je vous l'accorde. Les réunions à Paris et à Bruxelles produisent de très beaux concepts. Mais comment cette dissuasion avancée est-elle reçue sur le terrain, dans la psychologie des nations en première ligne? Prenez la Finlande. Ah, la Finlande, un cas fascinant. Un pays qui a maintenu une neutralité stricte pendant des décennies avant de rejoindre l'OTAN très récemment. Exactement. Et pourquoi ont-ils abandonné cette neutralité? Pour s'abriter sous la garantie de sécurité absolue des États-Unis. Or, les sondages de la Natopol, publiés cette semaine, révèlent un chiffre frappant. Seulement 12,5% des Finlandais font aujourd'hui confiance à la garantie de défense américaine sous l'administration actuelle. Mais c'est la preuve absolue de mon argument. Les Européens réalisent que l'Amérique n'est plus fiable et qu'ils doivent se tourner vers des solutions comme la coalition de Rasmussen ou le parapluie français. C'est ce qu'on pourrait croire, oui, en regardant ce chiffre de 12,5% de manière isolée. Mais attendez de voir la réaction stratégique du pays. Malgré cette méfiance massive de la population, que fait le gouvernement finlandais?
Que fait-il? Le président Alexander Stubb et l'appareil de défense restent catégoriques. La coopération militaire bilatérale avec les États-Unis est non négociable et doit même être renforcée. C'est paradoxal. Pourquoi s'accrocher si, désespérément, à un partenaire en qui la population n'a plus confiance? Parce que la menace à leurs frontières ne laisse place à aucune expérimentation doctrinale, la Russie est en train de déployer des systèmes à capacité nucléaire et renforce ses bases dans le nord-ouest, en Carélie, à quelques kilomètres des forêts finlandaises. Les discussions de la France sur le déploiement de Rafale, écoutez, c'est très intéressant pour un colloque stratégique en 2030. Je vois. Mais face à des missiles russes armés aujourd'hui, la garantie américaine, même perçue comme politiquement chancelante, reste la seule force de frappe que Moscou craint et respecte à la seconde même. L'anxiété finlandaise prouve précisément que l'alternative purement européenne n'est pas encore crédible pour contrer une menace existentielle. C'est une distinction cruciale que vous faites là. L'anxiété ne vient pas d'un manque de potentiel de l'Europe, mais d'une peur liée à cette phase de transition. Et je vous rejoins sur un point. Cette période de basculement est profondément inconfortable. Très inconfortable, oui. Ce que l'ensemble des rapports démontrent cette semaine, c'est que ce changement de paradigme vers l'autonomie stratégique européenne est irréversible. Que l'on regarde les 44 milliards d'euros de la Pologne, la restructuration doctrinale massive de l'Allemagne ou l'afflux historique de capitaux privés pour bâtir ce cloud militaire, eh bien, les fondations sont en train d'être coulées. L'Amérique a brutalement appuyé sur l'accélérateur en se retirant partiellement et l'Europe répond à cet appel avec une force institutionnelle inédite. Je ne minimise pas cet éveil institutionnel. Les investissements dans les drones, les coalitions diplomatiques, tout cela constitue des compléments vitaux. Mais je maintiens que l'intention, aussi noble soit-elle, ne remplace pas la capacité immédiate. La capacité immédiate. Oui, le gouffre béant que nous avons en matière de transport lourd, de renseignements satellites et la réalité de la posture nucléaire russe, tout cela exige le maintien de la puissance américaine sur le continent. Les mathématiques brutales de la puissance de feu font que l'intégration avec le Pentagone n'est pas un luxe politique dont on peut se défaire sur un coup de tête. C'est une nécessité absolue de survie. Je comprends votre prudence. L'Europe ne peut pas simplement acheter son indépendance sans risquer de traverser une zone de vulnérabilité mortelle. Nous touchons vraiment au cœur de cette mutation tectonique de notre architecture de sécurité. Que nous nous dirigions vers un pilier européen considérablement renforcé au sein de l'OTAN ou vers une véritable alliance de défense continentale distincte, il est indéniable que les prochaines années vont redéfinir l'équilibre mondial du pouvoir. Absolument. Et sur ce point, c'est à vous, nos auditeurs, de peser ces mécanismes complexes et de forger votre propre conclusion à mesure que les événements se déroulaient. Et dans un environnement géopolitique où chaque heure apporte son lot de nouvelles variables, il est vital de s'appuyer sur des sources fiables pour comprendre ces mécanismes en temps réel. Oui, c'est tout à fait ça. C'est pourquoi nous vous encourageons à découvrir Stylo News. Stylo News n'est pas un simple agrégateur de liens, c'est une application mobile et de bureau de pointe que vous pouvez entièrement personnaliser. Elle compile et génère pour vous des notes de synthèse, de véritables intelligences briefs, en analysant des centaines de sources d'informations traditionnelles à travers le monde, ainsi que le flux du réseau X. Si vous voulez avoir accès à ces synthèses de niveau professionnel qui sont propulsées par l'intelligence artificielle et disponibles à la demande selon vos centres d'intérêt, eh bien nous vous invitons vivement à vous abonner sur www.stylonews.com. Et sur une note soudainement beaucoup plus amicale, pour clôturer cette émission très dense, nous tenons à vous remercier très chaleureusement d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. C'est toujours un véritable privilège de pouvoir décortiquer ces mécaniques stratégiques avec vous. Merci d'être au rendez-vous. N'hésitez surtout pas à nous suggérer des sujets pour nos prochaines plongées analytiques et n'oubliez pas de suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux favoris. Pour revenir à notre réflexion du début, la clé de voûte est en mouvement, mais les architectes de demain travaillent déjà sur les nouvelles fondations. À la semaine prochaine!